ben, je vais passer la parole à Monsieur Moquet de Lamu. Est-ce que tu es là, Bertrand? Ouais, il est là. Je suis là, est-ce que tu m'entends? Allez. C'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends 5 sur 5. À toi, mon gars. Je suis à Poitiers aujourd'hui, à l'IAGTF. On vient d'accueillir les nouveaux directeurs de l'enseignement supérieur pour une prise de fonction. Je m'occupe des DSI. Bertrand Bouquet, je vous je suis en fait expert numérique à l'agence de l'utilisation des universités et des établissements. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AMU, et il y en a encore, c'est un groupe en intérêt public qui s'occupe, qui a pour mission en fait d'améliorer la gestion des universités, et plutôt sur l'informatique de gestion. On travaille avec les fonctions support et les fonctions soutien. Et on est plutôt connu comme éditeur logiciel, parce que c'est 80% de notre activité. On fonctionne d'un point de vue budget par subvention et par la vente de services aux universités, aux établissements, 180 en tout. Et donc là, en fait, on va vous présenter plutôt ce qui va concerner. Alors, l'AMU ne va pas lancer un outil, on a bien trop à faire avec PCScope, Pégane et PSPAC en ce moment, donc en déploiement. Et donc, je vais plutôt vous parler de quelque chose qu'on fait au niveau de l'accompagnement, donc dans la partie amélioration, on va dire, à l'accompagnement des universités, donc le M de l'AMU, la mutualisation. On fait l'accompagnement et donc avec la montée en charge et donc la visibilité que prend l'IA générative, on s'est retrouvé. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vous vois plus, moi, c'est bon? On t'entend, mais pas très bien. Ah, là c'est mieux quand je parle plus frais. C'est un poil mieux. Ah merde, je peux pas faire mieux, je suis désolé. Ouais. Ah. Ça grésille un peu, mais ça lag un peu. Attends. Par contre, on voit plus les slides. Ouais, c'est chouette. Je vous la fais rapide, alors je vais peu parler. Là, c'est bon, vous les voyez? Ouais, c'est bon. Je vous vois en même temps, excusez-moi de garder ce mode opérateur, comme ça je te vois, Christophe, j'ai tendance si tu vois, c'est bon. Donc en fait, on ne savait pas comment s'en saisir, et donc on a un petit outil à l'AMU qui s'appelle les Mutual Lab. C'est un outil interne. Ça peut vous donner des idées pour la conduite du changement aussi dans des organisations. Et donc on a fait saisir par nos collègues, donc on est une vingtaine de collègues, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Quels sont les usages? On cherche quoi? On cherche la pratique professionnelle, on cherche des usages, des cas d'usage, et on essaye de voir un peu ce qu'il y a. Cette enquête a eu lieu au printemps. On a restitué la semaine dernière, une semaine de conférences sur l'IA que vous allez pouvoir suivre en replay si vous n'avez pas lu cet événement. Et en fait, l'idée, c'est de vous partager un peu les résultats et surtout de vous annoncer qu'on ouvre l'enquête à l'ensemble du territoire, à tous nos adhérents. Donc, je vous ferai passer le lien là. On est 180 à l'AMU et est-ce que vous m'entendez tout ça? Ouais. Ouais, on est 180 à l'AMU, donc on est sur 75 répondants. C'est plutôt assez représentatif le résultat. On a donc cette enquête 15 mai, 15 juin, on referait la même, peut-être que ça changerait. Ce qui nous intéressait, en fait, c'est le côté en fait connaissance, usage et savoir-faire, perception, et puis qui vous êtes, le côté sociologique derrière. Sur la connaissance, en fait, on voulait savoir si nos collègues ils avaient la connaissance de l'IA et s'ils étaient capables de distinguer des familles, parce que quand on parle d'IA, la plupart du temps, dans les cas qu'on entend, on est sur l'IA générative. Et donc, on voulait savoir quelle était la connaissance sur l'IA explicative, l'IA temps réel, l'IA fédérée, l'IA focale. Et on voit bien dans ce résultat qu'effectivement, quand on parle d'IA, qui est quand même globalement connu à 90%, donc il reste 10% qui ne connaissent pas, en termes d'accompagnement, il faut y penser. On a quand même le lien génératif qui est assez largement présent. Alors, on a fait une hypothèse que cet outil était arrivé par la rue, par la maison, par les enfants. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir le rapport entre est-ce que vous l'utilisez à la maison ou au travail, à la maison comme au travail, non, pas du tout, etc. Donc, on a en fait un décalage entre ceux qui l'utilisent à la maison et ceux qui l'utilisent en fait dans le travail. Donc, il y a moins d'usage dans le travail qu'à la maison. On est dans ce moment, mais ça se trouve, ça est en train de basculer, dans ce moment où on a des usages, mais pas de pratique professionnelle associée. Ce qui nous intéressait aussi, c'était la fréquence d'usage. C'était on est sur activité encore d'assez exceptionnel. C'est passé par une outil qui est totalement adopté. Qu'est-ce qu'on y fait à la maison? Donc, on a parlé d'usage personnel et on a pris les pratiques professionnelles.
Donc on est parti sur des cas, on a fait le tour pendant les 20 dans le GitLab, on a fait le tour de ce qu'on avait, et puis on a fait en fait un classement, mais globalement on l'utilise personnellement pour générer du texte, pour produire des images, pour un peu d'expliquer des données. Et puis, qu'est-ce que je fais en fait dans l'IA générative? Je reformule des textes, je génère des images. En fait, on a quelque chose qui revient. C'est pour ça qu'on avait ces deux questions qui étaient. Au niveau du niveau, en fait, au niveau du boulot, en fait, on est toujours sur une augmentation de l'IA générative qui produit du texte, un peu moins d'IA explicative, un peu moins d'images aussi. Mais donc, du coup, on se dit qu'un accompagnement peut focaliser sur la partie génération de texte et puis essayer de voir quels sont sur cette génération de texte, ce sont les cas qui pourraient être intéressants. Il revient quoi? Il revient reformuler un texte en tête. Je vous lis en même temps les chiffres les plus importants. Mais avoir une synthèse sur un sujet que vous proposez, ça c'est une grosse un document volumineux et en faire la synthèse rapidement, ça peut nous aider à augmenter le nombre de sources. Et donc on est sur cette logique du traitement du texte, du traitement des données. Comment utilisez-vous? C'était pareil pour mesurer la montée en charge, et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est du côté des adhérents. Donc clairement, pas du tout 21-22, normal, de rentrée universitaire 2023, donc on applique 23-24, et puis depuis 2024, avec en fait, qui apparaît comme des choses assez classiques, on est comme les autres finalement, c'est rassurant, mais du coup on se connaît un peu mieux. Le temps d'utilisation ne dépasse pas 15 minutes. Alors, les hypothèses sont, on trouve tout de suite, ou alors on est agacé par le résultat, mais en fait, on n'a pas décortiqué ça. Mais en tout cas, on n'y passe pas des heures. Et si jamais un jour quelqu'un nous dit vous y passez des heures au carré, finalement, c'est pas montré par ces données. Au niveau des principales motivations, ce qui nous intéressait, c'est pourquoi on y va. Alors les éléments qui sont liés sur les deux premiers éléments, sur gagner du temps, sur retrouver des temps de tâches pour être plus intéressantes, retrouver des tâches pour la plus grande valeur ajoutée. Donc dans les quatre, dans le top 4, on a un rapport au temps. On a une curiosité comme élément aussi pour pouvoir découvrir cette technologie, curiosité qu'on retrouve dans le cinquième élément qui est, c'est pas un film, hein, c'est mais le cinquième ici, dans la montée en compétences. Ce qui nous intéressait aussi, c'était éthique et tout ce qu'il y a autour, en fait, vraiment une approche socio-technique et puis regarder l'ensemble. Donc, évidemment, être critique sur son utilisation, c'est quelque chose qui arrive un peu plus bas, mais qui est une prise de conscience quand même de la porte de temps. Ensuite, nous avons regardé des choses sur comment c'est arrivé au travail, comment vous vous sentiez, donc cette perception. Est-ce que vous vous sentiez expert, autonome, besoin d'accompagnement léger? Donc on voit cette donnée nous montre qu'il y a quand même plus de la moitié des gens qui ont besoin d'accompagnement léger ou important. Et en fait, ils l'ont appris tout seuls. Ils sont pas membres d'une communauté, sauf ceux qui sont de cette communauté-là, ou de celle qu'on a menée au sein de l'IA. Donc on est quand même sur des gens qui sont seuls, qui apprennent seuls, ont besoin d'accompagnement mais qu'on n'en pas, et qui n'ont pas suivi de formation de manière évidente sur ces données. Enfin, on avait un dernier sujet, je peux le dire très rapidement, en fait, c'est un travail de chercheur, un article que je vous recommande de Ferguson, qui parle en fait de l'arrivée de l'IA dans les organisations. On est en 2019 et en fait il a fait une typologie qui m'intéressait moi en termes de conduite du changement et c'est d'essayer de repérer si les gens se sentaient comme l'employé remplacé, l'employé dominé, l'employé augmenté ou l'employé réhumanisé. Alors remplacer, il y a bien l'idée que la machine remplace l'être humain, assez classique dans la réunion technique. L'employé dominé, c'est que cette chose va tellement vite que je suis un peu dépassé et donc, je subis très techno-déterministe. Il est possible qu'avec la vitesse aujourd'hui de l'IA, on soit dans cette logique d'employé dominé. L'employé augmenté, c'est en fait une adoption d'outils et comment on arrive à augmenter ses tâches par rapport à son métier de tous les jours, ses pratiques professionnelles pour en tirer parti positif. Et en fait, l'employé réhumanisé, c'est que libérer du temps, utiliser les technologies numériques de l'IA, ça me libère du temps parce que je suis plus disponible pour faire des tâches qui ne sont pas chronophages et chiantes. Je suis disponible pour les bonnes tâches et donc je vais plus vers mes collègues, plus vers mes personnes qui sont vers le sujet.
Donc globalement, on a fait cette étude et puis ce qui nous intéressait, en fait, c'était la crainte. Le métier était en danger. Donc, chez nous, on n'est pas très inquiet. On verra le retour sur les adhérents. Pensez-vous que l'usage vous appauvrit intellectuellement? C'est assez contrasté. Il y a des opportunités en fait à aller dans des routines professionnelles. On voit après sur la partie employé dominé, on n'a pas une notion de déresponsabilisation. C'est plutôt non. Dans le neutre, on a une question qui nous a fait bien rire, mais qu'on voulait mettre, c'est le fameux Frankenstein, c'est la machine qui se retourne sur l'être humain, donc aucune crainte par rapport à ça. Et par contre, une grande volonté, ça peut vous intéresser, vous qui pouvez être dans la conduite de l'arrivée de nouveaux dispositifs en IA, une grande volonté de participer. En fait, de rentrer dans des ateliers, de pas découvrir. Donc ça, c'est évidemment toutes les conceptions en mode agile. On retrouve ça, c'est-à-dire qu'on embarque les parties prenantes au moment de la conception, ce qui permet de pouvoir intégrer le jet professionnel. Enfin, on termine sur l'employé augmenté. Alors, globalement, c'est pas encore réglé. En fait, la question était mal comprise, on l'a refermée dans l'enquête nationale. Et donc, on cherchait l'amélioration du travail. Est-ce que ça peut automatiser? Donc, c'est assez neutre sur cette question d'employé augmenté. Alors qu'on entend par endroits que ça va être une orthèse, ça va m'aider, ça va m'aller dans des territoires où je vais pas. Donc là, ça nous permet d'avoir un petit bémol par rapport à d'autres études. En fait, est-ce que l'emploi sera réhumanisé? C'est quelque chose qu'on retrouve dans le rapport du Conseil d'État sur un peu moins vu qui date de 2020, dans lequel c'est l'IA dans la fonction publique. Et il y a tout un chapitre sur la réhumanisation, autrement dit, je libère du temps de mes tâches ingrates et du coup, je peux faire des tâches à destination de mes collègues ou à destination des usagers. Et donc là, c'est loin d'être flagrant dans les données. Voilà, ce qui nous restait à faire, c'était l'accompagnement. Il y a une volonté d'accompagnement. Nous, on a plusieurs formes. Donc, là, je vais vous présenter les différentes formes d'accompagnement, de la formation, des cafés, des formations métiers, des cycles de conférences qu'on a fait la semaine dernière. Et puis, voilà. Donc, et puis, une collection numérique, etc. Je vous passe l'étude sociologique et je vais mettre la dernière diapo qui peut vous intéresser. La première pour vous partager, mais je l'avais déjà fait, c'est une collection numérique spéciale IA qui est de décembre dernier, donc elle n'est pas trop dépassée, même si je peux dire que c'est pas du tout la même chose. Et on a en fait des prémices d'un overview qui date de décembre dernier, et puis surtout une enquête qu'on lance, je vous la donne presque en scoop, hein, le lancement officiel par la communication à partir plutôt de la semaine prochaine. Et donc, si vous pouvez y répondre, vous pouvez la partager autour de vous. L'idée, c'est de savoir de quoi ont besoin nos collègues des fonctions support et soutien en termes de formation, d'accompagnement sur l'IA. Je vous remercie. Je vais essayer de partager le lien et de mettre le chat qui est là. Et contrôler. Et je suis disponible pour des questions. J'ai fait assez vite. Ben, impeccable. Merci Bertrand. Voilà. Alors attends. Je reprends les questions. Le son n'est pas très bon, j'en suis désolé, je ne suis pas chez moi. Je suis en déplacement, c'est toujours un peu compliqué, mais ça c'est mon travail et je suis désolé, j'ai pas pu avoir mieux comme son. Poitiers, c'est beau, c'est loin, effectivement. Mais ça dépend quand on habite en Angers, ça va, Daniel, c'est pas très loin. Basé à Montpellier, c'est plus compliqué. Merci du retour, Isabelle. Oui, j'ai vu votre nom, c'est marrant. J'avais déjà monté votre nom sur les conférences. N'hésitez pas à parler, si vous voulez faire un retour hein, sur les conférences, ça nous fera plaisir, etc. Voilà. À vous de jouer, à vous de nous dire, on verra le résultat janvier 2025, on verra ce qu'on en fait. Peut-être qu'on va être complètement dépassé, peut-être qu'on va nous demander une offre de formation qu'on ne sera pas capable de faire, auquel cas on participe au machin, quoi, à notre contribution. Ouais. Tu viendras nous en reparler par ici. Hein. Voilà. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions maintenant que Bertrand est sous la main? Il faut en profiter. Il est au fond de son bocal là-bas à Poitiers. Attends, il a pris le rhume dans les grandes plaines de Poitiers. Il a pris froid. Le gars du Sud, vous le montez à Poitiers, il s'enrhume. Hein. Non, pas de questions. Eh bien, écoute, tout le monde, merci pour votre participation. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain meeting.
Ça sera le je sais plus, je connais pas les dates par cœur, c'est pas bien, vous allez me dire. Ça sera le prochain 14 novembre à 15h. Et je crois qu'il y a déjà des sujets quand on va traiter ça. Il y a Cédric qui nous a parlé tout à l'heure. Et Samuel qui viendra nous parler de son livre. Attends, il y a une question. Ouais, merci beaucoup. Attends, Jean-Marc, elle est où, c'est la question? Merci. Ah, ben d'accord, c'est pas une question, c'est une remarque. Merci, Jean-Marc. J'espère qu'on pourra se croiser à Ludovia, Jean-Marc, un Belge. Voilà. Merci à tous. Bertrand, moi j'ai une question. On a parlé d'un travail de charte dans le démo ES. C'est les gens avec qui tu m'as mis en contact déjà, les gens de l'INSA, AgroSup, ou c'est d'autres personnes qui travaillent là-dessus? Non, apparemment, il y a des gens qu'on s'est dit, il y a un GT, peut-être qu'Olivier peut en parler plus que moi s'il est encore là, parce que moi je suis vraiment sur le strapontin des DMOS, alors qu'Olivier est investi dans des groupes de travail. Je crois qu'il y a un groupe de travail IA qui a été créé. Olivier, je te laisse en parler, j'ai vu juste passer l'info et je vais essayer de monter dedans, mais je ne sais pas si je serai pertinent parce que je risque de manquer de bande passante. Mais voilà, mais c'est, je pense que la meilleure personne, c'est Olivier, je pense. Désolé, Oui, je te balance. effectivement. Ouais, effectivement, du coup, c'est un GT. Après, c'est ouvert en réalité. Et je disais, voilà, on travaille de recensement. Il y a déjà pas mal d'établissements qui ont contribué. Et je pense qu'on va croiser avec, parce que je suis sur Notion aussi. J'ai commencé à remonter à saisir en parallèle, mais j'essaie d'écouter Bertrand. Donc voilà, en tout cas, je pense que l'idée c'est de partager ce qu'on a recensé les uns les autres. Et pour nous, l'angle, ça va plutôt être de se dire qu'est-ce qu'on fait, en fait, qui soit complémentaire à ce qui est déjà fait, histoire de ne pas faire le job en redondance non plus côté des MOS. Ouais. Ok. Donc, toi, tu es dans les deux, alors. Olivier, tu es dans des MOS et tu es chez nous aussi, alors. Ouais, c'est ça. Du coup, Ok. je pilote un DGT des MOS et on se réunit. D'ailleurs, il y a un open agenda, je peux vous passer si vous voulez. Il y a un open agenda des MOS pour avoir une idée des créneaux, si ça vous intéresse. En général, c'est plutôt mon équipe qui publie. Si ça vous intéresse, on annonce les thèmes DGT sur l'agenda. Et après, faut contacter les différents initiateurs pour en parler. D'ailleurs, il y a eu quelques interventions. C'est vrai que dans le cadre de l'UHA, ils ont tout un cycle de conférences sur notamment la sobriété numérique. C'était le cas de la dernière session, je crois. Donc voilà, c'est des moi, j'essaie d'agréger ça sur le panel agenda au moins. D'accord. Ok, il y a génératif. Écoute, j'ai regardé les dates et puis moi je les remonterai dans l'agenda qu'on a ici aussi. Ouais, si tu peux le Ouais, je vais faire ça. ouais. Ça marche. Puis après, voilà, avoir avec chaque organisateur pour contribuer, quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des choses à dire, à demander, des questions à poser? Je vois que Marie-Pierre est encore avec nous sur K2R2, sur la prochaine session, sur des trucs à faire. Cédric, je vois qu'il est à fond, on l'a perdu, il est déjà dans la page. Je suis là. J'ai peut-être une question, Marie-Pierre, par rapport à la concurrence. Nous, on avait fait un benchmark il y a un peu plus de 6 mois sur le marché. On avait repéré Knowledge, Stella et EdTech. En fait, comment vous voyez le marché, vous, par rapport à ce qu'il y a déjà en fait comme offre? Les acteurs que vous avez cités, ils font des choses pas tout à fait comme nous, mais qui se rapprochent, on va dire. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai que nous, on va dire qu'on a essayé de faire vraiment une gamme complète, en fait. C'est-à-dire, on s'est pas limité juste à créer des petits bouts, des petits exercices. On a voulu vraiment aller jusqu'au bout avec une formation complète. Et on a le tuteur, la gestion des compétences avec K2RH et comme je vous l'ai dit, on est en train de faire aussi l'assistant administratif. C'est-à-dire on a mis l'IA vraiment partout dans l'établissement de formation, pas que sur la génération de cours. Donc c'est un petit peu différent que les autres éditeurs, je pense que vous avez cité. Okay. Ouais, effectivement, j'ai l'impression en tout cas ça agrège plusieurs éléments sur les autres éditeurs. Et j'avais une question aussi sur le tuteur. Alors désolé, je monopolise, mais en fait, est-ce que, techniquement, du coup, c'est le tuteur qui est dans la page Moodle, hein, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une technologie
de modération, ou est-ce que si par exemple, je sais pas, je suis sur un cours de physique quantité et je lui demande une recette de tarte à la banane, il va me répondre Oui, quand il même? va vous dire il va pas vous répondre, il va vous dire qu'il faut étudier ce sujet, pas celui-là. Oui, oui, il y a la contextualisation de la question-réponse, oui, tout à fait, qui D'accord. est pris en Ok. compte, ouais. Si vous voulez le tester, voilà, je peux vous montrer, il n'y a pas de problème. Ok. Mm. Et pour le benchmark, oui, bah, je peux partager les collègues, l'analyse en tout cas à l'époque. Voilà, pour Mais la je petite. pense que vous avez fait votre benchmark, en fait, vous ne nous avez pas vu parce que comme on a Bah sorti non, la solution fin février, je pense, ouais, voilà, on était juste au début des débuts, quoi. ouais, ouais. Bah, effectivement, je vous Ouais, avais pas du tout repéré. Ouais. ouais. Et Ouais, comme on vient du monde aussi bien de l'ERP que de e-learning, c'est vrai que nous, on a allié un peu plus de choses que des éditeurs qui sont concentrés que sur la partie e-learning. Je pense que c'est la différence avec les autres. Ok. Mm. Bon, je pense qu'on reviendra vers vous pour avoir plus d'infos Pas techniques, de notamment problème. sur le. ouais, moi, elle m'a fait des belles démos aussi, hein. Olivier, n'hésite pas à la solliciter. Moi, je trouve que l'intégration, c'est celle qui est, de ce que j'ai vu, hein, il y a plein de choses qui font plein de trucs, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai vu le plus intégré, hein. Après, il y a d'autres solutions comme Pitch ou des choses comme ça, mais c'est sur leur site et après tu réimportes. Là, il y a une intégration qui a été beaucoup plus poussée que les autres solutions qu'on a vues. Et tu parlais de Knowledge. Knowledge, j'ai prévu une présentation avec Nejma, qui est la CEO de Knowledge, le 12 décembre à 15h pour le meeting 9. Voilà. Il faut prévoir à long terme, hein, maintenant sur IAForsup. C'est quasiment complet jusqu'à la fin de l'année, les meetings. Donc, on pourra faire peut-être nous, notre travail aussi de comparer un peu les solutions parce qu'il y a commencé à y avoir beaucoup de choses. Il y a des choses c'est un peu besogneuses, des choses un peu farfelues. Donc, on pourrait commencer à faire un petit tri là-dessus, quoi. Mais on avait mis, c'est Céline qui avait fait ça, des étoiles. Alors, je ne sais pas si ça suffit, tu sais, dans les outils, dans IA Forsup, parce que les solutions sont référencées. Peut-être faire un truc un peu plus poussé, tu vois, on peut dire qui a testé, faire des fiches de test dans IA Forsup outil par outil, faire des comparatifs, on pourrait faire un petit truc comme ça, c'est facile à mettre en œuvre. Je monopolise la parole, je vois qu'il y a François qui a levé la main depuis un bout de temps. François, je te laisse la parole. Merci Christophe. Bonjour tout le monde. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas été sur le Notion, donc la réponse y est peut-être. J'avais une question plus générale sur un besoin qui devient de plus en plus prégnant chez nous, qui est la retranscription d'assemblées, de réunions, etc. Est-ce que vous avez testé les uns ou les autres dans vos établissements respectifs des solutions? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la problématique, elle est bien entendu purement technique, en monolocuteur, en multilocuteur, ce qui est beaucoup plus compliqué. Elle est aussi politique et organisationnelle. Comment vous validez ça? Est-ce qu'il y a une décision globale qui a été prise? Est-ce que vous avez défini un processus de relecture, etc., etc. Alors, Question open. il y a Michel Verstappen qui est il a IA for Prof, je crois, en Belgique, qui a enregistré le meeting dans un système qui s'appelle Otter, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, c'était un test, Christophe. Donc, ça fonctionne assez bien en anglais, donc y compris au niveau multilocuteur. La partie francophone, c'est pas encore tout à fait d'actualité. Par contre, le test ici, c'est que ça fait des copies d'écran très régulièrement, de façon à éviter que les gens soient obligés de faire ça. Et il y avait un lien, donc en fait, vous avez vu normalement apparaître ce message en début de réunion. C'est pour ça que ça avait été signalé. Cette notion de chatbot. Donc, il lance tout en automatique. Et très honnêtement, le test en question, je n'avais pas provoqué. C'est Auteur qui se lance automatiquement avec chacune de mes réunions, quoi. Donc, voilà. Ça fonctionne assez bien, mais uniquement en anglais. Donc, au niveau francophone, il reste encore des choses à faire. Et pour le reste, nous, on développe des petits outils IA qui font de la transcription automatique, mais ça fonctionne pas encore au niveau multilocuteur et au niveau des visios, quoi. Voilà. Hop. Est-ce que certains d'entre vous ont testé Whisper?
Moi, j'ai Oui. déjà utilisé Whisper aussi, ouais. Et tu en penses quoi? Pas assez régulièrement que pour avoir vraiment un avis. Donc, Auteur, c'est le seul que j'utilise très régulièrement. D'accord. Mais il y a probablement moins de problèmes au niveau multilingue avec Whisper qu'avec Auteur, quoi. Ouais. Ouais, moi je l'ai testé sur une CVU qui durait un peu plus d'une heure. Alors sur un petit système, hein, c'est mon PC, donc pas de carte graphique, etc. La retranscription est assez longue, ça prend pour une heure, ça m'a pris 4 ou 5 heures. J'imagine que si on dédie du matériel un peu plus conséquent, ça va aller beaucoup plus vite. C'est en monolocuteur, donc la qualité est plutôt bonne, pour peu qu'on prenne le modèle médium. Il y a 4 ou 5 niveaux. Il y a le modèle Tiny. J'ai essayé, la qualité est absolument exécrable. Je n'ai pas les capacités matérielles à ce jour de tester sur un modèle large. Il faudrait que je fasse installer ça sur un serveur un peu puissant. Par contre, en médium, la qualité est plutôt bonne. Toute la problématique derrière ça, c'est comment on va pouvoir réguler, comment on va pouvoir faire du multi-instance, parce que des retranscriptions, on commence à avoir, rien que cette semaine, on a dû avoir 3 ou 4 demandes. Alors sur une semaine, ça va, mais ça va monter en puissance, je pense. Donc ensuite, quelle organisation on met en place derrière? Il y a Jean-Marc qui parle de Nota.ai, qui est bon, mais qui est cher. Et ça, on ne sait pas si c'est RGPD. Hello. Oui, c'est ça. Alors- C'est toujours la question au niveau RGPD, etc. Mais effectivement, alors je l'ai utilisé en fait, au départ, j'ai retranscrit en asynchrone, mais d'après ce que j'ai compris pour les gens qui l'utilisent en synchrone, ça a l'air pas mal. Et moi, en tout cas, en asynchrone, c'était assez exceptionnel la qualité de transcription et de traduction. Donc voilà. Whisper est une application locale. Donc, niveau RGPD, niveau souveraineté, nickel. Par Il y contre, a Olivier je suis pas certain. Une autre question. Olivier. Ouais, juste pour info, du coup, je sais pas si vous avez suivi côté Centrale Supélec, ils avancent pas mal sur Aristote. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Ouais. Donc en fait, notamment Aristote se branche maintenant, d'une part sur Waller, là j'ai repris la news Waller un peu plus haut, et d'autre part, ils sont en discussion avec BBB pour l'intégrer dans le corps BBB. Et du coup avoir la retranscription intégrée directement dans la visio. Moi j'ai pas testé extensivement, mais les retours que j'ai sont plutôt bons. Pour le coup, on a plutôt une bonne confiance par rapport aux fournisseurs et aux aspects RGPD. Par ailleurs, en interne, là, nous on a un projet qui a démarré l'an dernier avec un ingénieur côté université Rennes 2, et on va essayer d'héberger son projet pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a des très très gros volumes d'entretien audio en fait en recherche sur lesquels on aimerait faire du traitement. Et du coup, on est en train de mettre en place un pipeline un peu dédié, avec l'idée qu'on a déjà une infra qui fait tourner du RAG, mais finalement qui fonctionne en pic. Dans les moments de creux, on peut passer quelques batchs sur la transcription. Donc c'est un peu l'idée pour optimiser l'infra en fait. Ton même serveur d'inférence ferait à la fois du RAG et tu utiliserais le même serveur. On peut regarder, c'est des trucs qu'on regarde en ce moment. Ouais, ça fait partie des travaux en ce moment. Ouais. Après, la problématique, c'est la question de la qualité de service, c'est-à-dire quand tu décharges la partie chat RAG, du coup, il faut le temps de la remettre en œuvre. Enfin bref, il y a un petit peu de tuyauterie à voir, mais c'est justement, on travaille sur ces aspects-là, quoi. D'accord. David, c'est pour ça que je posais la question, Marie-Pierre, tout à l'heure, sur la question des garanties. Nous, l'analyse actuelle, en tout cas, c'est les fournisseurs tiers. C'est qu'on signe des papiers. En vrai, moi, j'opère un LLM, hein, et du coup, clairement, j'ai accès à énormément de choses des utilisateurs. Donc, on est très, très, en tout cas, dubitatif par rapport aux papiers qu'on signe avec des tiers.
Mais, on n'est pas sur les serveurs OpenIA, on ne peut pas savoir ce qu'ils font réellement, ça c'est sûr, malheureusement. Après, là, il y a l'installation locale Mistral, comme je parlais tout à l'heure, Ouais, c'est pour ce ça qui est possible. en ce moment on regarde ça. Mm. Là, vous êtes David, sûr que personne ne peut accéder, ouais. David, tu as levé la main. Oui, alors moi c'était juste en fait pour donner un exemple. En fait, j'ai capté une conférence. Alors c'était la version, on va dire, de Teams fin mai, hein, donc 2024, sur laquelle j'avais activé la transcription et puis comment dire, le vidéo tout texte, quoi, hein, etc., etc. Donc c'était une captation avec un micro-cravate. Une conférence qui a duré 2 heures. Donc, on va dire que la qualité de la transcription est quand même assez moyenne et contenait pas mal de défauts oraux, c'est-à-dire des bains, enfin tous ces des ou des choses comme ça. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris le résultat et je l'ai envoyé donc dans Claude AI en lui demandant, en faisant un prompt, en lui demandant voilà le texte, tu m'enlèves tous les problèmes oraux typiques. Alors, je me rappelle plus du prompt, hein, comment j'avais formulé ça. Et là, après, ça m'a généré un texte vraiment propre, qui était assez proche en fait du texte du conférencier. Il respectait bien les différents paragraphes, vous voyez, choses comme ça. Donc là, ça m'a donné quelque chose de bien, mais directement dans Teams, fin mai 2024, avec l'option, vous savez, Teams Premium, c'était quand même acceptable, on va dire. Voilà. Et la deuxième chose, donc en fait, on a une problématique avec en fait, tous nos usagers dans les universités, c'est qu'il y en a beaucoup, ils vont utiliser Zoom. Le milieu de la recherche utilise pas mal Zoom. Ils vont utiliser aussi chez nous, comment ça s'appelle, WebEx. Voilà. Et en fait, et également Teams, puisqu'on a effectivement un contrat avec Microsoft Office 365. Et ils nous demandent maintenant effectivement l'utilisation de la transcription de réunions. Et la problématique, c'est de savoir où est-ce que ça va, quoi, parce que effectivement, Zoom, il faut payer, mais manifestement, la transcription, c'est sur leur serveur, bien évidemment. Vous voyez, donc quand c'est des réunions de recherche ou des choses comme ça, c'est bon, déjà le fait de faire des visios par Zoom, bon, on peut se poser des questions. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui n'est pas très secret, bon, pas tellement d'intérêt à écouter. Si c'est vraiment quelque chose de très secret, à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment un produit en interne, hein. C'est une évidence. Voilà. Alors justement, comment vous traitez la chose là au niveau de la transcription, justement, avec ces demandes des usagers qui demandent des licences particulières de Zoom pour activer la transcription, comment vous faites? Je Manifeste. répondre. Ouais, je peux répondre. Je prends un bide. En fait, nous pour l'instant, on réfléchit à une échelle d'évaluation des risques, un peu calquée sur l'AI Act en termes de principe, pour router les demandes, voilà, suivant un process, enfin une échelle, un process qu'on a défini. Donc c'est encore en réflexion, mais il y a des sujets, oui, en fait, on orientera les gens vers notre infra interne parce que c'est pour l'instant la meilleure garantie de confidentialité, de sécurité qu'on peut offrir. Voilà. Après, le problème, c'est que forcément sur ce volume-là, enfin, comment dire, à l'échelle de l'établissement, je peux pas considérer tout le monde pareil. Enfin, j'ai pas les moyens en fait de servir tout le monde pareil. Donc ça pose quand même des problèmes d'équité, d'accès, enfin voilà. Donc bon, il y a plein de sujets qui vont avec ça, mais en tout cas cette idée de router, et puis en fonction des usages, trouver la bonne solution. Un peu ce que tu disais, Cédric, impact à valeur positive, là, se dire il y a des cas d'usage, c'est pertinent, et puis
c'est bien, on peut le faire, même on peut le faire à l'extérieur parce qu'en fait, il n'y a pas de problème à tout point de vue, hein, juridique, cyber, environnemental, etc. Et il y a d'autres sujets, faut tout faire en interne parce qu'en fait, pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux, quoi. Voilà. Donc, ouais, bon, c'est pas en place, mais on travaille dessus et puis j'espère qu'on aura quelque chose en place d'ici la fin de l'année avec la DSI pour pouvoir router les demandes, quoi. Et en attendant, on dit qu'on travaille dessus, mais qu'on n'a pas donné suite. Alors, moi, je propose qu'on gratte un peu ça parce qu'il y avait François Schnell qui avait présenté une solution avec Whisper, il me semble, sur le premier ou le deuxième meeting, et voir ses usages et ses pratiques, s'il a évolué, sur les volumes, s'il a évolué. De mémoire, il avait monté ça sur un serveur dans son bureau. Donc, les gens, ils amenaient les fichiers vidéo, ils faisaient la transcription ou les fichiers audio dans son bureau, donc, ou les envoyaient par mail. Enfin, bon, bref. C'était pas en ligne, mais c'était sur un Whisper. Donc, on pourrait, je lui demanderai son retour et puis on pourrait se faire peut-être un moment, comme on fait là, au prochain meeting pour voir si les gens ont avancé. J'ai vu passer, Pierrick, tu as parlé de Ubicast. Moi, je connais bien Jean-Marie Cognier, c'est un des créateurs ou le PDG de Ubicast. Donc, si on pourrait lui demander d'intervenir et travailler avec nous sur ce sujet-là. Donc, vous me dites si ça vous intéresse, on pourrait monter un petit truc là-dessus pour le mois prochain ou pour le mois de décembre, pour le prochain meeting dans un mois ou dans 2 mois. C'est vraiment des choses qui nous sont demandées, hein, Christophe. Ouais. Le résumé de réunion, etc., c'est vraiment des choses qui nous sont demandées. La solution que tu avais présentée au premier ou deuxième meeting, tu y étais aussi. Donc, c'était un Whisper de mémoire. On va voir si ces retours de faire je vais le recontacter parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu passer. Donc, on va le remettre dans les tuyaux. Ok, je pars là-dessus. Il y a du boulot. Ah, il y a Michel qui lève la main. J'ai eu 2 infos dans cette préparation. Donc, il y a un groupe de travail européen qui travaille sur l'éthique liée à l'IA en dehors de l'IA Act. Et typiquement, ils travaillent sur ces aspects-là. Et par ailleurs, c'est la priorité de Microsoft, la transcription de réunions depuis plus d'1 an. Donc, moi, j'ai les retours de Microsoft Belgique, mais il ne fait aucun doute que Microsoft va amener des solutions plus performantes dans les tout prochains mois. Et ceci dit, ça ne lève pas la question éthique, hein. Donc, loi de l'un, donc voilà. Leur principal argument, Microsoft, c'est de dire, voilà, ça reste dans votre tenant. Bon, ça sort pas du tenant. Bon. Mais là, après... Oui, pareil, c'est un problème de confiance, quoi. Soit on a confiance, soit on l'a pas, mais... Ouais, ils développent quand même tout un tas de solutions autour des avatars, etc., pour essayer justement de masquer certains aspects éthiques, et ils vont faire des propositions assez claires à ce niveau-là dans les mois qui viennent. Maintenant, ça n'est que la philosophie de Microsoft, hein, c'est pas celle du marché nécessairement, hein, donc voilà. Après, je sais pas. En tout cas, avec Microsoft, je sais pas si vous vous rappelez cette histoire avec le CERN en 2019. Où ils avaient unilatéralement augmenté le contrat du CERN qui était très engagé. Ouais, en termes de stratégie numérique, je ne sais pas si de tout mettre chez le même acteur, c'est une bonne tendance vu la tendance actuelle des fournisseurs à augmenter leurs tarifs sans prévenir personne, quoi. Voilà. Oui, aucun souci, je ne faisais pas l'apologie des services de Microsoft, même si j'y suis un peu lié au niveau belge, mais je garde suffisamment de recul, oui. Oui, et puis par ailleurs, j'ai du Microsoft chez moi, hein, c'est pas la question, mais la question c'est jusqu'à quel point on les laisse se développer, quoi. Oui, notamment le quota, la décision sur le quota nous a vraiment affecté, hein. Diminuer les quotas, et puis bon, la règle de calcul... alors, ça va pour les petits établissements, mais nous, les établissements comme Lyon 1, ça va pas, quoi, parce qu'on se retrouve avec simplement 5 gigas par personne après derrière. Donc pour faire l'historique, David, c'est-à-dire que nous, on a 30 000 étudiants qui utilisent Office via l'université, via le serveur de l'université sur... Enfin, ils ne sont pas dans le tenant de l'université, mais avec leur mail Lyon 1, ils ont accès à 365 et ils avaient 1 Tera. Et du jour au lendemain, on est passé à 5 gigas.
Voilà. Donc là, bon, ça Et qui pose c'est un qui se fait problème. engueuler? C'est pas Microsoft, c'est nous. Donc, et puis sans aucune discussion possible, quoi. Enfin, là, malheureusement, alors, nous communiquons assez régulièrement, mais il n'y a pas de discussion, et ça vient de Corp, hein, ça vient pas de Microsoft France, manifestement. Donc, je dirais que l'avantage quand même de 365, c'est que nous mettons, si on utilise ça, nous mettons nos usagers. Alors, c'est vrai, c'est chez Microsoft, dans notre tenant, mais nous mettons nos usagers devant des produits qui sont très intégrés, qui se parlent entre eux, qui sont super pratiques, ultra puissants. Et malheureusement, je pense que dans le monde du libre, il y a des choses qui sont hyper bien, mais qui n'ont pas ce niveau d'intégration comme ça, qui sont pas forcément aussi fiables. Ça dépend quel produit, hein. Mais faut avouer quand même que c'est redoutable, hein, Non, c'est Office sûr que 365. sur les suites collaboratives, il n'y a pas de débat. C'est comme pour les moteurs de recherche. En fait, ça. Ah, Après, la question, c'est justement sur les IA génératives. Ça fait pas très longtemps. La course, c'est pas la même en fait. Et le gap, il est pas du même ordre de grandeur. Donc, je pense qu'on a intérêt à se poser des questions tant que le gap est faible. Après, il sera trop tard. Ouais, c'est pour ça qu'on a ces conversations, les gars, ici. Hein. C'est le but des réflexions. Ok. Bon, bah, débat animé sur cette édition du meeting. Là, pas mal de questions, pas mal de choses. Je vous propose qu'on continue en ligne. Et puis j'ai noté tout ce qu'il y a à rajouter. On essaye je vois avec les collègues, je fais un appel à participation sur les transcriptions. On fait un petit groupe de travail comme celui sur le chart. Je vais relayer pour ceux qui n'étaient pas présents parce qu'on était jusqu'à 40. J'ai vu 47 à un moment passé dans le compteur là. Donc il y en a une centaine qui ne sont pas venus, donc avec les décalages horaires ou les réunions à droite à gauche. Donc je vais relayer ce qu'on s'est dit là pour voir si ça résonne pour la prochaine fois. Et puis je vous tiens au courant. Des questions, des remarques? Et à la prochaine. tu vas mettre le rejouer en ligne, À la évidemment. prochaine. Ouais, à la prochaine. Oui, monsieur David. J'espère. Attends, le rejouer. Hop. Tu nous en fais une transcription?